Bienvenue dans Euronews Soir. Merci d'être avec nous pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce mardi 3 septembre. Situation tendue à Westminster en pleine rentrée parlementaire. Le Premier ministre Boris Johnson perd sa majorité absolue au Parlement. Dans l'actualité également, la France s'empare du sujet des violences conjugales. Face aux chiffres alarmants, le gouvernement annonce des mesures pour venir en aide aux victimes. Et pour parler de la mobilisation des médias français sur les violences conjugales, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel est notre invité. Il se félicite des efforts de programmation faits sur cette question majeure pour notre société. Le Parlement britannique en ébullition, une rentrée parlementaire sous haute tension. Boris Johnson malmené, il vient de perdre sa majorité absolue au Parlement. Les parlementaires veulent le forcer à demander un nouveau report du Brexit. Une motion et une loi devraient être votées ce soir et demain. Maxime Bios-Duplan. La rentrée parlementaire s'est transformée en véritable duel entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn à Westminster. À l'ouverture de cette semaine cruciale qui pourrait voir le Parlement s'opposer à nouveau au gouvernement sur le Brexit et provoquer de nouvelles élections, le Premier ministre a tenté, alors qu'il vient de perdre sa majorité, de rallier les députés à son Brexit, prévu le 31 octobre. J'ai fait comprendre à tout le monde que tous les membres du gouvernement veulent un accord. Mais il est indéniable que la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait à 3 reprises et qu'il ne peut tout simplement pas être ressuscité. C'est pourquoi j'ai écrit au président Tusk le 19 août pour exposer nos arguments sur la raison pour laquelle un futur accord doit inclure l'abolition de ce backstop antidémocratique. Pour l'opposition travailliste ainsi que pour un certain nombre de conservateurs, l'objectif cette semaine, c'est forcer Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit. Après ces réunions avec les dirigeants de l'UE, le Premier ministre a émis une note optimiste indiquant que les chances d'un accord, selon ses termes, augmentaient. Son optimisme n'était pas partagé par ceux qui ont assisté aux mêmes réunions. Le Premier ministre peut dire que des progrès ont été réalisés, mais les dirigeants européens expliquent que le gouvernement n'a jusqu'à présent pas présenté de nouvelles propositions. Alors que Boris Johnson s'adressait au Parlement, le député Philippe Lee a quitté les rangs du Parti conservateur pour rejoindre ceux du Lib Dem, un parti europhile appartenant à l'opposition, faisant ainsi perdre au Premier ministre sa majorité absolue. Et puis c'est une conséquence directe des craintes d'un Brexit sans accord. La livre poursuit sa chute, atteignant son plus bas niveau depuis 3 ans. Olivier Peggy. Le Brexit et ses conséquences sur la livre sterling. La monnaie britannique dégringole sur le marché des changes. Ce mardi, elle a atteint son plus bas niveau face au dollar depuis octobre 2016, passant sous la barre des 1,20 $. Rien que la semaine dernière, la livre sterling a perdu près de 2,5%. En cause, il y a essentiellement les incertitudes liées aux conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les investisseurs n'apprécient guère les vicissitudes du Brexit. Va-t-on vers une sortie sans accord? Qui va piloter le navire d'ici au 31 octobre, date à laquelle le divorce sera effectif? Va-t-on vers une parité 1 €, une livre sterling? Preuve du climat d'incertitude qui règne sur la City. Depuis le référendum sur le Brexit, la devise britannique a fondu de près de 20%. Il n'y a pas qu'au Royaume-Uni que le gouvernement est malmené. En Espagne, Pedro Sánchez fait tout pour éviter la convocation de nouvelles élections. Il tente toujours de convaincre la gauche radicale de le soutenir. En Espagne, le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez, s'efforce toujours de constituer une majorité pour gouverner. En juillet, il avait bien tenté de former une coalition avec le parti de la gauche radicale Podemos, mais cela avait échoué. Alors aujourd'hui, changement de stratégie, il propose un pacte avec Podemos. En gros, vous m'apportez votre soutien au Parlement et je vous proposerai des postes dans des entreprises publiques, mais pas de portefeuille au gouvernement, a-t-il précisé. Nous avons informé Podemos de notre refus de former un gouvernement de coalition.
Même si nous avons des points de convergence sur un certain nombre de sujets sociaux, il existe néanmoins de grandes divergences sur des questions nationales qu'il va falloir traiter rapidement dans les prochains mois. Pedro Sánchez sait que le temps lui est compté. Il faut qu'il obtienne la confiance du Parlement avant le 23 septembre, faute de quoi de nouvelles élections législatives seront convoquées. D'où cette initiative de pacte proposée à Podemos. Avec cet argument choc, vous n'êtes pas nos ennemis, soyez donc des alliés loyaux. Ces derniers mois, le Parti socialiste a proposé plusieurs formules à Podemos, allant du soutien externe à un gouvernement de coopération et même à un gouvernement de coalition, ce que Podemos a rejeté en juillet. Par conséquent, nous avons estimé qu'il fallait trouver une alternative et la proposition que nous faisons, c'est ce programme commun progressiste dans lequel une majorité d'Espagnols pourra se reconnaître. Le chef de Podemos a déjà répondu à l'offre des socialistes. Pablo Iglesias conditionne son soutien à une entrée de son parti au gouvernement. Les négociateurs des deux partis doivent se rencontrer ce jeudi pour tenter de surmonter les désaccords. Je vous le disais en titre, face à des chiffres alarmants, le gouvernement français se mobilise contre les violences conjugales. Le Premier ministre Édouard Philippe a lancé cet après-midi des états généraux et des premières mesures ont été annoncées pour venir en aide aux femmes qui en sont victimes. Audrey Tilve. Ce n'est pas possible en 2019. Elle s'appelait Isabelle, Jackie ou Michel. En France, 101 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint, concubin ou ex-compagnon. La dernière, tuée lundi, avait 92 ans. Pour répondre à ce fléau et à la pression de la rue, le gouvernement a lancé un Grenelle des violences conjugales, une concertation de près de 3 mois. Et sans attendre, il a rendu public des mesures dites d'urgence. La création de 1000 nouvelles places d'hébergement pour les victimes à partir de l'an prochain, plus de facilité pour porter plainte à l'hôpital et l'expérimentation de juridictions spécifiques pour traiter les affaires rapidement. Ici, au centre d'écoute du 3919, pas moins de 45 000 témoignages ont été reçus l'an passé. C'est dire l'ampleur du phénomène. On a une exacerbation de ces violences conjugales puisqu'on observe aussi une augmentation des appels à la fois au 3919 mais aussi sur tous les dispositifs des associations de notre réseau. Les femmes sollicitent de l'aide de plus en plus. Et ce n'est pas une nouveauté. En 2017 déjà, Eurostat rapportait que la France avait l'un des taux de féminicide les plus élevés d'Europe. 109 victimes cette année-là au sein de couples officiels. Seule l'Allemagne en comptait plus, avec 153 décès. Et si l'Espagne limitait leur nombre, c'était au prix de moyens sans pareil, mêlant tribunaux spécifiques, bracelets électroniques pour les conjoints violents et de très vastes mesures de soutien aux victimes. Alors en France, les associations attendent beaucoup de cette concertation et l'ont fait savoir. La réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 500 millions d'euros qui soient mis sur la table, au moins fois 5 ou fois 6 en fait le budget actuel pour pouvoir avoir une réponse adéquate au drame que vivent 230 000 femmes par an. Les conclusions du Grenelle des violences conjugales seront annoncées le 25 novembre, une date qui n'est pas anodine. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Gageons que les engagements seront à la hauteur. Et pour parler de ce Grenelle des violences conjugales, je reçois le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Mestre. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors aujourd'hui, le CSA mobilise les médias en faveur de cette initiative du gouvernement contre les violences conjugales. Quelles actions concrètes sont menées par le CSA ? La particularité du modèle de régulation audiovisuelle français, c'est de considérer justement que les médias audiovisuels ont des responsabilités sociétales particulières. Et donc le législateur, au fil des ans, a donné au CSA des attributions en la matière, et notamment sur la représentation des femmes dans les médias audiovisuels, qui est une question qu'on suit de manière permanente. Et là, dans ce cas d'espèce, au regard de cette question majeure pour la société française, qui mobilise beaucoup l'opinion publique aujourd'hui, le CSA s'est mobilisé. J'ai personnellement écrit à l'ensemble des médias audiovisuels pour qu'ils s'associent à cette campagne qui est lancée aujourd'hui avec ce clip du gouvernement. Et je suis très heureux de constater que tous
ont fait des efforts de programmation particuliers. Le service public, mais pas seulement le service public, sur leurs antennes, avec des émissions nombreuses, pour sensibiliser l'opinion publique à cette question et les familiariser avec ce numéro de téléphone, le 3919. Alors, on l'a bien compris, donc au CSA, vous avez pour mission de lutter au quotidien contre les violences faites aux femmes et contre les violences au sein des couples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos téléspectateurs comment concrètement vous procédez ? De façon générale, au titre de nos missions, donc on regarde les programmes sur lesquels nous sommes alertés, c'est-à-dire si jamais sur des programmes de télévision il y a des éléments qui peuvent être choquants ou qui viennent en infraction avec la réglementation et sur lesquels nous sommes saisis, le CSA peut faire des mises en demeure à l'égard des opérateurs ou prononcer des sanctions. Donc il y a un effet dissuasif de cette position du régulateur vis-à-vis des médias et des programmes qu'il diffuse. Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur une phrase du président de la République. Emmanuel Macron a demandé que soit repensé le cadre de régulation des contenus et en particulier des contenus audiovisuels. C'est une très vaste tâche. Comment comptez-vous vous y prendre pour y parvenir ? Notre paysage audiovisuel s'est complètement transformé quand la régulation que nous connaissons aujourd'hui s'est mise en place. On avait quelques chaînes de télévision en France, principalement d'ailleurs de services publics. Et aujourd'hui, on a un paysage qui est beaucoup plus ouvert et surtout le numérique est passé par là et Internet est passé par là. Donc il faut étendre le champ de la régulation aux nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les nouveaux entrants, notamment les nouvelles plateformes numériques comme Netflix qui sont maintenant présents très activement sur notre paysage et en même temps se doter de nouveaux moyens justement d'intervention vis-à-vis de ces nouveaux acteurs. C'est tout l'enjeu du projet de loi audiovisuel que le gouvernement est en train de présenter en ce moment, qui passera au Conseil des ministres début novembre et qui viendra en première lecture à l'Assemblée au mois de janvier. Un grand merci pour votre éclairage, un grand merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci de votre invitation, j'étais très heureux de partager ce moment. Allez, on termine ce journal avec un mot de football. Le mercato d'été s'est achevé avec la fin du feuilleton Neymar. Des transferts records, certains conclus in extremis, et l'arrivée de l'attaquant argentin Mauro Icardi au PSG. Voici tout ce qu'il faut retenir avec Pierre Michaud. Neymar a bien fini par quitter Paris. Mais si la star est rentrée au Brésil, c'est seulement pour retrouver sa sélection. Neymar s'est queda et le PSG sait rebondir. Dans les dernières heures du mercato, les champions de France ont réussi 2 jolis coups. Mauro Icardi, l'Argentin de l'Inter, rejoint l'incroyable armada offensive parisienne, tandis que Keylor Navas, triple vainqueur de la Ligue des Champions, remplace Alphonse Areola, parti à Madrid. Le champion de ce mercato d'été 2019 et portugais João Félix a été recruté 126 millions d'euros par l'Atlético de Madrid, qui voit en lui le successeur d'Antoine Griezmann, parti au FC Barcelone pour à peine moins. On reste loin du record détenu par Neymar avec 222 millions d'euros, mais la tendance reste aux dépenses XXL. Ainsi, Eden Hazard, le choix de Zidane au Real, est devenu le 10e joueur de l'histoire, transféré pour au moins 100 millions d'euros. Il y a 2 ans, il n'était que 2. Gareth Bale et Paul Pogba. Autre tendance de cette collection était des transferts. L'argent investi sur les défenseurs. Harry Maguire est désormais le plus cher de l'histoire, juste devant le prodige de l'Ajax, Matthijs de Ligt, recruté par la Juve. Enfin, autre record de l'été, celui de l'accueil le plus bruyant réservé au désormais ex-monégasque Radamel Falcao. Le Tigre est déjà l'idole des supporters de Galatasaray. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.